Bonjour à tous et bienvenue en direct de Veto Inside, chaîne dédiée à la profession vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler de pancréatite. Comment faire pour poser un diagnostic? C'est pas facile la pancréatite, c'est même un peu frustrant. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir ma consoeur, le docteur Clémence Perron, spécialiste en médecine interne, qui va vous donner les clés pour éviter aussi les pièges, pour poser un bon diagnostic de pancréatite. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Bon, contente de t'avoir sur ce plateau parce que alors toi, tu maîtrises le sujet. Bah écoute, j'essaye en tout cas. Ouais, en tout cas, la pancréatite, c'est frustrant. Sur quoi ça repose un diagnostic de pancréatite? Et bien justement, c'est là où c'est frustrant. C'est que c'est compliqué. On n'a pas de test miracle, de test magique. Il faut quand même être juste beaucoup de tests disponibles. Mais là encore, faut-il savoir bien les gérer, les utiliser, connaître leurs limites comme d'habitude pour savoir quoi en faire et comment les interpréter. Parce que la pancréatite, il n'y a pas il y a un faisceau. Une pancréatite, c'est une suspicion clinique, c'est un faisceau d'indices cliniques, c'est un examen clinique, c'est une anamnèse, c'est des commémoratifs, c'est un animal qui a des signes compatibles, un historique compatible, et puis des fois, il n'a pas de signes compatibles, parce que des fois, c'est très fruste les signes cliniques, donc ça peut être des infos dont on manque. Il y a des paramètres biologiques qu'on est capable de doser aujourd'hui, comme la lipase spécifique du pancréas notamment, et puis il y a l'imagerie, qui dépend aussi de l'imageur auquel on a affaire, parce que moi personnellement je suis incapable de voir un pancréas à l'échographie, autant j'aime bien envoyer les animaux en échographie, mais je ne suis pas capable de voir un pancréas correctement. Maintenant tu as la téléradiologie, c'est merveilleux si tu as un souci. C'est assez merveilleux, j'avoue, parce qu'effectivement on a besoin d'un imageur qui sache nous dire ok, les modifications que j'ai là, est-ce que c'est typique? Et là encore en imagerie, c'est pas toujours modifié, on ne voit pas tout. Et il y a différentes entités de pancréatite. Il y a des pancréatites chroniques, il y a des pancréatites aiguës, avec des fois des signes cliniques, des fois pas, notamment chez les chats, où ça peut être très frustre. Donc oui, c'est quelque chose de très frustrant. Ouais. Dans les signes principaux quand même, où tu t'orientes sur une pancréatite, tu penses à quoi en particulier? En premier, c'est vrai, quand on me dit pancréatite, je pense douleur abdominale. Et là encore, ça dépend de l'animal. Il y a des chiens, quand ils ont mal, ils ne le montrent pas. Il y en a qui sont en position du prieur en permanence. Mais les chats, un chat qui a mal au ventre, à moins de vraiment y aller en palpant, des fois, ils se défendent même pas. Donc c'est vrai que je pense douleur abdo, je pense troubles digestifs, c'est vrai que je pense diarrhée, je pense vomissement, mais j'en ai pas toujours. Je pense dysorexie, inappétence, l'animal qui mange moins, ça c'est sur des choses un peu plus chroniques, on peut vraiment avoir des choses comme ça. Et c'est vrai que sur des pancréatites aiguës, on peut avoir des crises douloureuses assez fulgurantes. Chez les chats notamment, où il y a des entités de pancréatite assez bien décrites, comme la pancréatite nécrosante, la pancréatite suppurée, notamment chez les jeunes chats, où on peut avoir des choses en aigu très, très douloureuses. En termes de pancréatite, c'était pas prévu comme question, mais moi j'adore les questions non prévues, puis je sais que tu maîtrises le sujet. Les plus courantes, si on devait parler des pancréatites les plus courantes, d'abord chez le chien, puis ensuite tu me diras chez le chat. En général, en fait, il n'y a pas réellement de description de ce qu'on rencontre le plus. Ce dont on s'est par contre rendu compte, c'est qu'il y a des études nécropsiques, beaucoup nécropsiques, qui ont été menées avec de l'histologie du pancréas post-mortem sur des cas tout venant, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de pancréatite que ce qu'on suspecte, c'est-à-dire qu'il y a 50 à 60% de cas avec des pancréatites des fois qu'on n'a pas diagnostiqué. Donc c'est vraiment une pathologie qui est frustrante en termes de clinique et qui peut vraiment aller du simple au double voire au triple en matière de signes cliniques. Ça va de quasiment pas de signes cliniques à un cas de soins intensifs. Ah oui, mais tu parlais tout à l'heure de tous les pièges diagnostiques, ceux les plus courants que tu rencontres chez le chien, lesquels tu citerais en piège diagnostique, vraiment les plus courants, et ensuite chez le chat sur la pancréatite. Typiquement, je dirais, chez le chien, c'est des signes un peu qui pourraient correspondre à plein d'autres maladies. Ça mangeote, ça bricole, ça perd un peu de poids, des fois ça mange, des fois ça mange pas, ça a des selles irrégulières, c'est un peu nauséeux, des fois ça vomit, mal au ventre, pas trop. Le chien qui vient, ça bricole. On ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que ces signes-là, oui, ça peut être de la pancréatite, ça peut être de l'entéropathie chronique, ça peut être une autre maladie chronique, ça peut être juste il est dépressif parce que son maître, il le laisse des fois tout seul à la maison. Et alors chez le chat, n'en parlons pas parce que le chat, c'est un grand dissimulateur. Le chat, en gros, on voit des fois qu'il est malade qu'au moment où il se met en décubitus latéral et qu'il est à 2 doigts d'y passer. Et le chat avec une pancréatite, notamment chronique, pareil, mon chat bricole. Mais il n'y a rien de... Nous, on sent bien, le sens clinique nous dit, il y a un truc, mais il n'y a pas de signe digestif franc. Et ça peut être vraiment un piège, on n'y pense pas toujours. Ouais, donc c'est pas facile en fait. Et alors, pour faire encore moins simple, la pancréatite, en plus, elle peut être soit primaire, soit secondaire. Mais alors là, comment tu fais la différence entre une primaire et une secondaire? Je dois faire plein de tests. Parce qu'en gros,
c'est une chose de définir que j'ai une pancréatite, donc une inflammation de mon pancréas. Pour ça, j'ai des marqueurs. Je vais doser ma lipase spécifique du pancréas. Je vais faire de l'imagerie. Je vais vraiment mettre en route les tests auxquels j'ai accès. Mais c'est une chose de déterminer qu'il y a une inflammation pancréatique. Elle peut tout à fait être là parce que j'ai une pancréatite primaire en tant que telle et je peux avoir juste un pancréas pas content parce que j'ai de l'inflammation digestive, j'ai de l'inflammation intra-abdominale, j'ai une inflammation réactionnelle, j'ai une hépatopathie, j'ai une entéropathie chronique, j'ai un autre syndrome inflammatoire quelque part dans l'abdomen qui fait que mon pancréas il est collé juste à côté et il est pas content. Et là je vais avoir besoin, d'où l'importance de l'imagerie abdominale pour aller regarder s'il n'y a pas autre chose. Est-ce que j'ai une masse? Est-ce que j'ai une adénomégalie mésentérique? Est-ce que j'ai une perte des couches qui pourrait me suggérer une entéropathie? Est-ce que j'ai une cholangiohépatite, des signes de lipidose? Autre chose qui va accompagner ma pancréatite? Est-ce que j'ai un diabète sucré? Est-ce que j'ai une autre endocrinopathie? Il y a énormément de choses qui peuvent accompagner une pancréatite. Et à part investiguer, on n'a pas tellement d'autres options. C'est assez déprimant finalement la pancréatite. Mais alors si tu devais... il faut expliquer aux gens qu'il va y avoir besoin d'investiguer. Parce que si on ne communique pas, ça peut être très frustrant pour tout le monde. Il faut leur dire, écoutez, là, moi, j'ai besoin de faire des tests. Sinon, je vais y aller à l'aveugle. Ouais. Et si tu devais donner... Alors, je ne sais pas si ça existe ou pas, un taux de pancréatite primaire par rapport à secondaire chez le chien ou chez le chat, ça existe ce genre de données? À ma connaissance, en tout cas, j'ai pas connaissance d'études qui ont réellement statué là-dessus, mais je chercherai parce que la question est intéressante. Mais là, comme ça, il y a rien qui me vient. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces entités souvent coexistent et on peut même avoir la coexistence de l'aigu sur du chronique, parce que sur une chronique, on peut avoir des poussées en aigu. Ah ouais, donc c'est très très compliqué effectivement. Ouais. Et alors, justement, quel serait le gold standard pour arriver à poser un diagnostic? Parce qu'on l'a compris, c'est très compliqué de savoir entre une cause primaire et secondaire. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. J'imagine qu'il y a quand même un gold standard qui existe, non? Alors, si on pouvait... il faudrait qu'on fasse de l'histologie du pancréas systématiquement. Mais là encore, qui me dit quand j'ai des pancréatites très focales, je peux bien les biopsier tout autour, je vais tomber sur du pancréas qui est normal ou quasi normal, et si je biopsie pas la zone d'intérêt, je peux quand même passer à côté. On peut faire de la cyto du pancréas, on n'y pense pas assez, et ça pour le coup en pratique courante, on a peu de chances d'énerver le pancréas en ponctionnant dedans, mais là encore, il faut ponctionner au bon endroit, et ça on ne sait jamais si c'est au bon endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal dans les études pour déterminer la sensibilité et la spécificité des tests, parce qu'on a pas de réel gold standard. On ne peut pas faire de l'histo du pancréas sur tous les chiens suspects ou les chats suspects. Donc du coup, c'est ce qui fait aussi que d'une étude à l'autre, la sensibilité et la spécificité des tests varient énormément. Et en fait, justement, tu parlais de la cytologie, donc on a compris la place de la cytologie pour poser un diagnostic. Et la place de l'imagerie, si on devait... Primordial. Alors, même plus encore que la cyto finalement, je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire, mais si je dois commencer par quelque chose, je commencerai par l'imagerie. Après, il me faut un bon imageur. Il faut quelqu'un qui sache faire. J'ai eu la chance de travailler avec des imageurs à qui je pouvais faire confiance les yeux fermés, qui me voyaient des choses invisibles pour l'œil humain. Mais c'est vrai qu'on a besoin... On ne voit pas toujours la pancréatite à l'imagerie. On la voit dans 60-70% des cas. Des fois, on ne la voit pas. Les pancréatites chroniques, notamment, on n'est pas toujours avec des graisses péripancréatites hyper écogènes. À la limite, on a un gros abcès pancréatique, on va le voir. Mais ce n'est pas du tout le cas en général. Donc, il faut savoir le chercher. Bon, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des paramètres des analyseurs qui sont disponibles aujourd'hui, qui peuvent aider. Tout à fait. Mais c'est net précieuse. Donc je voulais finir sur une note positive, et je casse l'ambiance, ça ne suffit pas. Non, on aura toujours besoin d'un faisceau de preuves, du clinicien, de la clinique. Et puis on y va, on tente avec les infos qu'on a, et puis on suit. Mais effectivement, on est sur quelque chose qui peut des fois être très frustrant. Et heureusement qu'on a quand même ces tests disponibles qui nous aident. Et aujourd'hui, des traitements aussi qui sont de plus en plus performants. Bon, en tout cas, un grand merci Clémence pour tes lumières sur la pancréatite. C'était pas facile, mais avec le sourire, c'est quand même beaucoup plus simple à faire passer. J'espère que ça vous aura plu cet épisode pour justement savoir mieux prendre en charge et diagnostiquer la pancréatite parce que c'est très très compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside. Regardez tous nos épisodes, suivez-nous. Donc, chaîne vétérinaire à disposition des vétérinaires et des ASV. Allez, à bientôt.